Violaine Dutrot est présidente et fondatrice de l'Institut Egaligone, qui est une association basée sur le territoire lyonnais qui a été créée en 2010 afin de promouvoir le développement égalitaire des filles et des garçons en luttant notamment contre l'assignation opérée par les stéréotypes de genre. L'Institut Egaligone est notamment appelé à intervenir auprès des acteurs éducatifs comme les enseignants, les intervenants dans les crèches ou encore les associations de parents d'élèves afin de les sensibiliser à la thématique de l'égalité filles-garçons. Alors bonjour, merci beaucoup pour cette invitation également. Alors je vais juste ajouter quelques mots sur l'Institut Egaligone avant d'aborder la question qui m'a été demandée à laquelle il m'a été demandé de répondre. Alors je voudrais juste ajouter que le slogan de notre structure, de notre organisme, c'est filles ou garçons, des stéréotypes en moins, des choix en plus. Donc pour de toute façon soulever l'importance de la liberté que donne le questionnement et le fait d'échapper à un certain nombre de stéréotypes, et donc tout le travail qu'on peut faire pour développer davantage d'égalité. Donc en fait on promeut en facilitant la prise de conscience des empêchements que les enfants peuvent subir à cause de la norme de genre, les principes d'une éducation émancipatrice, facilitant le développement de soi et le vivre ensemble. Donc plus de tolérance à travers le vivre ensemble. Je voulais rajouter par rapport au public que Marie a mentionné qu'on est aussi sollicité par des entreprises qui, se questionnant sur les causes des inégalités professionnelles, commencent à s'inquiéter un peu quand même de ce qui se passe avant le travail. Donc c'est pas plus mal. Alors on a une action qui consiste auprès de nos différents publics, premièrement à faciliter le questionnement sur les stéréotypes femmes-hommes ou filles-garçons. Ensuite consiste à envisager leurs effets dans la vie adulte au regard des savoirs théoriques et des pratiques éducatives. Et enfin, consiste à développer des méthodes pour développer une culture de l'égalité filles-garçons. Donc elle prend 4 formes. Donc d'abord le développement d'un réseau d'acteurs et d'actrices concernés par cette question. Le partage d'outils et de ressources, ensuite, créés ou relayés, quand ils sont créés avec l'aide d'experts ou d'expertes, bien sûr. Troisième forme, des interventions variées auprès de nos différents publics. Et quatrième forme, une veille régulière sur l'actualité et la recherche. Alors on compte on est encore petit, hein, je précise. Donc on compte une 30aine de membres, 600 abonnés à notre lettre d'information mensuelle, une 20aine de soutiens universitaires, quelques partenaires, je ne vais pas dire nombreux, mais quand même de plus en plus, surtout institutionnels, associatifs, éducatifs et culturels. Et on a eu 60 000 visites de notre site internet en 2014, ce qui est pas énorme, mais qui grandit ça grandit par rapport à ce qu'on avait avant. Et surtout, je voudrais dire que depuis le mois dernier, enfin depuis les attentats de Charlie Hebdo, en fait, ça arrive sur pas mal de sites. En un mois, on a eu 30 000 visites. Les visites ont été multipliées par 10 suite aux attentats. Donc les questions du genre, et de la démocratie, de la liberté d'expression sont imbriquées, évidemment. C'est toujours intéressant de le signaler. Alors on m'a demandé de répondre aux questions, à différentes questions. Alors d'abord, comment Egaligone peut jouer un rôle entre école et famille? Comment nous nous adaptons? Est-ce que c'est difficile et à quel moment c'est difficile de faire le lien ou d'agir auprès de ces publics? Et puis quel est l'avantage d'être une association face à l'école et à la famille? Alors la première chose que je souhaite dire, c'est qu'il me paraît vraiment important de ne pas considérer ces deux catégories comme cloisonnées. Enfin, on en a déjà parlé avant, mais ça me paraît vraiment important. Comme il y a une très très grande diversité de filles et de garçons, il y a une très grande diversité de modèles familiaux et de personnel en milieu scolaire, ou de milieu scolaire d'ailleurs. Et comme les filles et les garçons, enfin le parallèle est vraiment important, je pense, ce sont d'abord des êtres humains et des êtres sociaux comme nous, donc avec leur complexité, leur singularité, leurs ressemblances et leurs objectifs communs concernant les enfants dont ils et elles ont la responsabilité. Et il y a de fortes chances que les personnes dans l'école aient aussi une vie familiale, donc tout cela est évidemment très imbriqué. Et d'ailleurs, des résistances du même ordre peuvent être constatées dans tous les milieux. Je vais d'abord évoquer le cas où école et famille sont nos publics pour parler des rôles principaux qu'on peut partager ici. Alors je dirais que le premier rôle, ce serait plutôt un rôle de soutien, c'est-à-dire ce serait de soutenir les acteurs et les actrices de l'éducation
en affirmant comme majeur leur influence, leur rôle dans le développement des enfants et donc en les rassemblant autour de leurs objectifs communs. Alors quels sont ces objectifs communs? Eh bien, le développement pour les enfants de leur potentiel, de leur autonomie, leur confiance en soi, l'écoute et le respect de soi, leurs envies, le développement de leurs envies, de leur imaginaire, de leur curiosité, de leur esprit critique vis-à-vis des normes sociales, et notamment les normes qui sont, par exemple, dictées dans la publicité, leur tolérance, et évidemment, envers chaque personnalité qui les entoure, aussi singulière soit-elle. Alors, en général, parler de ces objectifs communs, enfin ces objectifs, quels que soient les profils des personnes qui ont un rôle éducatif, les met assez d'accord sur l'enjeu. Donc en pratique, ça peut prendre plusieurs formes à Egaligone. Donc la première forme, c'est de connaître nos publics, grâce à des actions régulières et multiformes auprès de ces publics, donc des enquêtes, des formations, des ateliers, des débats, de nombreuses lectures bien sûr, et puis des projets en partenariat avec ces publics. Une deuxième forme, c'est de les appeler à partager leur vécu et leurs réflexions. Donc, du coup, faire appel à des témoignages, des pratiques éducatives qui ont été mises en place. J'ai vu, par exemple, Fabienne Gilonnier, qui est pas loin, qui a partagé avec nous un travail sur une pratique éducative sur l'enseignement de la course d'orientation, par exemple. On a aussi partagé une pratique éducative autour de la boxe française, des contributions à nos outils aussi. Donc, on va solliciter des enseignants ou des enseignantes ou bien d'autres acteurs des milieux éducatifs, potentiellement la famille aussi, pour créer des outils. Donc, par exemple, notre outil qui s'appelle EgaliJouet, qui est à destination des personnels petite enfance, mais aussi des enseignants et des enseignantes de l'école maternelle, a été créé avec des personnels éducatifs. Et puis, bien sûr, le guide d'accompagnement de notre exposition santé, qui est une exposition sur les risques, sur les conduites à risque, où on l'a appelé la mise en danger de soi à l'adolescence. Eh bien, elle a été faite aussi avec la contribution de personnel enseignant. La troisième forme, ça va être de proposer ou de relayer des outils qui peuvent engager un dialogue entre école et famille. Donc, toujours pour notre exposition, par exemple, on a un lycée qui a invité, donc le lycée de Neuville-sur-Saône, qui a invité les familles à voir l'exposition qu'on leur avait présentée. Et donc, elle a été présentée non seulement aux enseignants et à 400 élèves, mais en même temps à leurs familles. Et donc, dans ce sens-là, on crée du lien, évidemment, en proposant des outils qui permettent à la famille de rentrer sur le lieu scolaire et de parler du genre. Donc de faire coïncider les trois thèmes, école, famille et genre. De faire se rencontrer en tout cas. Coïncider, je sais pas, mais se rencontrer, c'est sûr. La quatrième forme, c'est de les équiper en connaissances et en ressources. Donc fin 2011, on a analysé une enquête qui était initiée par la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité en Rhône-Alpes auprès de la communauté éducative des établissements publics de la région. Et on avait seulement 14% des personnels du secondaire qui se déclaraient sensibilisés à cette question. Donc évidemment, c'est très faible. Et pourtant, nous sommes dans dans une région où il y a eu des formations depuis un moment. Voilà. Donc 14%. Depuis 15 ans. C'est ça. Donc ce chiffre est quand même très évocateur. Donc il y avait 3500 répondants et répondantes à peu près. Et donc le défaut de connaissance des personnels montre évidemment enfin en tout cas présage du malaise à évoquer des questions ou à traiter des questions mal connues. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une série de fiches qui sont des fiches outils qui s'appellent les savoirs clés d'Egaligone en 10 fiches thématiques qui sont nommées genre et éducation. Le terme genre y est. Et donc là, j'en ai des exemplaires si vous le souhaitez. Et, il y a même en tout cas une autrice dans la salle, puisque Marie a travaillé sur cette question-là quand elle a fait un stage à Egaligone il y a quelque temps. La cinquième forme, c'est aussi bien sûr de les aider à se sentir légitimes pour traiter ces questions auprès des enfants et des jeunes. On a
on a organisé en novembre dernier un événement sur le théâtre comme outil pour éduquer à l'égalité. Et il y a une enseignante, par exemple, qui a déclaré après cet événement qu'elle se sentait finalement capable d'utiliser le théâtre comme moyen d'action parce qu'elle a en fait partagé, elle a entendu des témoignages de ses collègues et que ses collègues partaient du même niveau qu'elle sur ces questions et ont pu engager une action dont elle était suffisamment fière évidemment pour partager l'expérience et les résultats devant ces différents publics et ça a vraiment encouragé les personnes à se sentir légitimes. Alors, ce rôle de soutien est assez important. Le deuxième rôle, ça va être d'engager le dialogue et donc de susciter l'expression, d'écouter, de rassurer et d'apaiser. J'ai vraiment envie de tout mettre dans le même thème hein, parce que la question de l'apaisement nécessaire est vraiment d'actualité depuis un moment. Donc les éducateurs et éducatrices, donc vous et moi, on partage la condition commune d'être des êtres sociaux, évidemment aux multiples rôles influencés par leur environnement, leur éducation, les normes sociales et de fait une très grande variation de croyances et de comportements traverse tous les groupes et il est vraiment difficile de s'émanciper de ces croyances et de l'ordre sexué. Et l'admettre avec nos publics en nous englobant crée les conditions du dialogue, de l'indulgence et de la prise de conscience. Donc à l'échelle individuelle, ces rôles sont souvent en conflit, le rôle professionnel avec le rôle parental. Je regarde à la Et cela peut être très inconfortable, évidemment, mais cet inconfort est prometteur puisqu'il permet le changement. Donc convoquer nos différents rôles sociaux et faire apparaître les conflits entre postures professionnelles et postures familiales ou parentales, entre rôles professionnels et croyances personnelles, entre discours et pratiques, peut vraiment s'avérer... Je ne savais pas, hein peut s'avérer payant pour l'égalité. Donc le premier exemple que je vais donner, c'est des enseignants et des enseignantes qui étaient au départ peu enclins à agir pour l'égalité, mais qui ont été touchés dans leur rôle de parents ou de grands-parents lorsque ils ou elles ont vu l'exposition dont je vous ai parlé. Et donc, en fait, d'être touchés en tant que parents, ça leur a permis d'évoquer le sujet, d'en discuter avec leurs collègues et de voir en fait un rôle professionnel peut-être plus légitime et plus important qu'ils ne le pensaient au départ. Le deuxième exemple, c'est je vais prendre un exemple dans une crèche familiale. C'est une assistante maternelle qui nous remercie à l'issue d'une démarche, de notre démarche Égali Jouet, parce qu'elle a pu décider avec des arguments professionnels que son fils serait désormais autorisé, comme les enfants qu'elle garde, à jouer à la poupée, afin de développer les mêmes capacités. Donc cette assistante maternelle avait évidemment pas vu l'écart entre la façon dont elle éduquait ses enfants et puis ce qu'elle défendait professionnellement et la mise en valeur de cette non-congruence, enfin de cette incohérence a permis à cette maman finalement de changer de posture grâce à une reconnaissance professionnelle de ses capacités en fait. C'est-à-dire que c'est la convocation de son rôle professionnel qui lui a permis d'agir dans sa sphère familiale. Alors, concernant nos difficultés, nos adaptations, je voudrais parler des argumentations face aux croyances. Il me semble, juste par rapport à l'expérience que nous avons, hein, bien sûr, et en tout cas la mienne, que la plus grande difficulté dans la quête de l'égalité réside dans deux croyances qui sont très tenaces et qui sont présentes à l'école ou à l'école comme à la maison, comme ailleurs. La première, c'est que l'égalité est inatteignable, donc nous pouvons nous contenter de ce qui est. Ça, c'est la croyance des paresseux, on va dire. Et puis la deuxième, c'est celle qui place la nature comme fondatrice des différences et des inégalités qui en découlent. Alors bon, évidemment, on peut argumenter un long moment sur les deux. Et d'après mon expérience, les réponses, je parle en mon nom là, vraiment en mon nom propre, mais les réponses qui sont apaisantes aujourd'hui, en tout cas qui permettent de continuer à agir et d'avoir vraiment une action commune avec nos publics, c'est que premièrement, si la quête de l'égalité était représentée par une échelle, nous pourrions nous satisfaire d'en avoir gravi quelques échelons, ce serait déjà pas mal. Et deuxièmement, que cette ascension sera davantage garantie dans l'éternel débat, si dans l'éternel débat nature-culture, nous choisissons la culture,
donc le propre de l'être humain comme cause, normalisation, catégorisation, socialisation, etc. Et donc aussi comme issue des inégalités. Et cette vision donne de l'espoir et appelle à la responsabilité de chacun et chacune, parce qu'à ce moment-là, nous pouvons agir. Beaucoup de personnes sont d'accord avec l'idée de créer l'égalité, mais convoquent la nature. Et du coup, se heurtent à l'idée qu'on ne peut pas agir. Donc, évidemment qu'on peut aussi faire le choix d'agir, puisque nous sommes des êtres de culture. Pour presque terminer, je vais évoquer rapidement le cas où des acteurs de l'école, des acteurs ou des actrices de l'école ou de la famille nous rejoignent à Égalité, puisque évidemment il y a nos publics, mais il y a aussi nos membres. Donc nous avons des enseignants et des enseignantes et des parents parmi nos membres, bien sûr, parce qu'Égalité, en tant qu'association, peut offrir d'abord un espace de parole, un lieu de reconnaissance et d'expression, d'unité, un collectif pour renforcer sa capacité d'action et se ressourcer sur ces thèmes, pour mieux repartir ensuite, mener ses luttes quotidiennes dans la famille, au travail, dans la rue ou devant la télévision. C'est en tout cas la raison de la venue d'un certain nombre de nos membres. Et donc, je termine sur les avantages d'être une association, du coup. Donc, avant la création d'Égalité, là je parlais en mon nom personnel, j'étais salariée, éventuellement responsable d'une équipe, éventuellement impliquée syndicalement. Je dis éventuellement parce que ça a varié dans ma vie professionnelle. J'étais parent et j'étais citoyenne. Et dans ces trois sphères, j'ai toujours fait connaître mon point de vue sur des situations inégalitaires. Mais les résultats étaient parfois médiocres et toujours chargés de beaucoup d'affect. Alors médiocre, minimisation, peu de prise au sérieux, suspicion de problèmes personnels, etc. Et depuis que je représente Égalité, beaucoup de choses ont changé, y compris quand je m'exprime à titre personnel. D'abord, l'extériorité, bien sûr, l'indépendance vis-à-vis d'une sphère, le fait de représenter quelque chose hors d'une institution, c'est une grande force pour agir. Ensuite, le collectif apporte une tribune, la reconnaissance d'une expertise, bon, en l'occurrence à Égalité aussi parce qu'on s'entoure beaucoup de savoir et d'experts et d'expertes. Troisièmement, nos soutiens et partenaires nous confèrent une légitimité. Et puis aussi, bien sûr, un changement de posture, puisque de fil en aiguille, grâce à l'investissement associatif, j'ai aussi appris à prendre de la distance pour mieux servir les buts de l'association. Donc, plus d'écoute, plus d'expertise, de la pédagogie, moins de colère et plus d'actions concrètes. J'aurais terminé par une petite anecdote, mais je viens de terminer mon temps. Donc... Je t'en prie, non, attends, tu vas Non, je voulais ajouter simplement que c'est pas idyllique, bien sûr, et qu'il y a quelques bémols, et que je voulais ajouter qu'il y a 15 jours à peu près, j'ai eu une discussion avec une enseignante de collège, qui est assez proche de mon milieu familial, puisque c'est l'enseignante d'une de mes filles. Et en fait, elle a eu des propos en quelques phrases qui mélangeait complètement tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que c'était je suis contre l'enseignement du genre à l'école élémentaire, c'est-à-dire qu'on demande à nos filles comme à nos garçons de choisir entre devenir filles et garçons. Et je pense vraiment que nous sommes complémentaires et que nous devons considérer la famille comme un lieu essentiel pour les enfants. Et je me suis retrouvée, évidemment, malgré tout ce que je viens de vous dire, en très grande difficulté, puisque j'étais parent à ce moment-là et pas représentante d'Égalité. Et donc, évidemment, j'avais plus d'arguments, mais c'est toujours compliqué. Ça reste compliqué, évidemment, quand on met de l'affect, et c'est pour ça que représenter une association me paraît très important, ou en tout cas être membre. Et je me suis contentée de lui expliquer que le plus important, puisqu'elle savait quelle était mon activité, c'était qu'on crée du doute, en fait, et que surtout on remette en question nos certitudes et nos croyances, et que le doute se créait avec la curiosité pour un certain nombre de connaissances et de débats sur ces questions, et que la famille, il était communément constaté aujourd'hui, était le terreau, en tout cas l'un des lieux de reconduction d'une très grande part des inégalités entre les femmes et les hommes, et donc il était assez dangereux de l'idéaliser comme milieu favorisant l'émancipation humaine. Voilà, merci.